Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Et aujourd'hui on fait un petit retour sur le top 8 du Zap Palaiso qui a eu lieu du coup en juin et qu'on a filmé. Donc si vous voulez voir encore les vidéos de tout ce qui s'est passé, les ronds, le top 8, tout ce qu'on a pu filmer comme match, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne. Et maintenant on va passer du coup à la petite analyse du top 8. Du coup premier c'est Kess de Killian Iron Vixen Boulet. Kess, faut voir que c'est un peu le gros contrôle du moment. Voilà, c'est un contrôle assez good stuff classique, c'est-à-dire qu'il y a globalement toutes les meilleures cartes des couleurs. Voilà, donc on joue les meilleurs contre-sorts, les meilleurs anti-bêtes et les meilleures créatures. Et ensuite, on va être amené à killer soit directement du coup avec Kess. Donc Kess, on le rappelle, c'est une 3-4 vol qui permet de rejouer des sorts éphémères ou rituels depuis notre cimetière une fois par tour, une fois par chacun de nos tours. Et ensuite on l'exile. Ce qui permet déjà en fait d'avoir une volante qui part à l'assaut, qui est du coup notamment intéressante contre des jeux qui jouent pas de volante comme Thrasios Tymna, et qui peut genre mettre hop un blast sur une créature, un second blast sur une créature, ou tout simplement une foudre en fin de partie, colle 3 puis 3, donc 6 dans la tronche de l'adversaire, on recolle 3 avec le vol, on a collé 9 en un tour, ce qui est pas mal. Dans les autres kills un peu classiques, on va avoir des cartes comme Sing in the Ice, qui est voilà, une belle 0-4, mais qui va se transformer en 7-8 et vider le board quand on la retourne. Donc elle fait assez bien le taf contre aggro, et voilà, de manière générale, de toute façon une 7-8 ça tue assez vite. On va avoir comme d'habitude cette particularité de contrôle qui fait durer les games sur la longueur et qui peut donc se retrouver à tuer avec des Snapcaster Mage ou des Baleful Strix. Mais souvent on va plutôt du coup commencer à tâtonner à coup de True Name Nemesis qui reste une 3 imbloquable. Ou Torrential Girulk qui va arriver, ramener un truc sympa du cimetière, un anti-bet, un Colagans Command, un Cryptic Command, etc. pour faire du gros taf, continuer à démolir le board adverse, contrer des sorts, etc. Puis reposer du coup une belle 5-6. Voilà, c'est tout à fait honnête. Dans les autres possibilités, il y a l'éternel Vanillon Click qui est ma petite chouchoute que j'ai fait altérer, voilà, c'est le petit quotient émotionnel. Mais que ce soit Vanillon Click ou Nimble Obstructionist qui n'est pas en cette liste, ça fait des petites bêtes qui ont ce genre de petits effets qui se coulent et qui laissent un beater sur le board de qualité. Voilà, mine de rien, là encore une fois, en fait, il faut voir qu'il y a assez peu de volantes dans le format. Donc, tout ce qui est une petite 3-1 vol flash, ben ça peut au final se retrouver à aller au bout, quoi. La difficulté ici, c'est que ce genre de créatures-là vont mourir sur nos Stackstorm ou nos Sweltering Suns. Donc, tout ce qu'on utilise pour vider le board, ce qui n'est pas le cas de Kess. Kess a le grand avantage, en fait, de pouvoir être là, aller à l'assaut, généralement être imbloquable, et jouer à répétition des blasts qui vont vider le board, donc comme les Sweltering Suns, comme les Pyroclasmes, etc. Ce qui va rendre la vie très difficile à tous les aggros du format, ou les jeux elfes par exemple, qui se retrouvent à perdre leur source de mana au plaçage. C'est vraiment dur. Dans les autres kills qui vont rester, on va avoir du coup des classiques comme la nouvelle Chandra, ou l'autre Planeswalker qui lui aussi a 4 capacités, Jace. Mais voilà, souvent un truc un peu classique ça va être de finir l'adversaire à coup de quelques coups de caisse, Colagans Command, des blasts, ce genre de choses là. Il y a un quotient émotionnel pour ceux qui aiment, voilà, qui est Cruel Ultimatum, qui est hyper cher, qui du coup, en fait ça fait partie de ces cartes qu'on considère généralement comme win-more. C'est-à-dire que si on a tous les manas pour jouer Cruel Ultimatum et que ça impacte réellement le board, que ça fasse avancer la partie, est-ce que on n'était pas à un stade où on pouvait juste jouer Kess, avoir du mana en rab et stabiliser le board et revenir? Et du coup, sachant ça, est-ce que ce serait pas mieux de jouer comme d'habitude juste tous les spells, voilà, les blasts qu'on utilise, qu'on peut mettre plus tard dans la gueule de l'adversaire, et pas s'embêter en fait avec des Cruel Ultimatum qui peuvent se retrouver à coller à la main. Ça fait beaucoup de colorés, ça coûte 7, ça arrive tard. Faut voir en fait que dans le format on peut perdre la partie vers le tour 4-5 en fait à coup de Karizev de Saskia. Donc faut pas trop faire le malin avec des cartes hyper chères comme ça. Il y a le risque en fait qu'on soit là à regarder notre main, on a juste rien qui soit suffisamment à bas coût et on se fait ramoner comme ça. Vous verrez d'ailleurs dans les vidéos du coup des apps qu'il y a une game comme ça de mémoire de Ojutai contre Arabo, où ben, en fait Arabo du coup il y a une curve très basse, il y a des petits chats qui vont vite se retrouver à devenir gigantesques, parfois double initiative, parfois à se prendre des boosts, des protections, etc. Et ben, toute cette curve très basse en fait va être amenée à, un petit peu comme Rafik Poison à une époque, à juste coller énormément très vite. Et si vous n'avez pas vous aussi plein de petites sorts de gestion à très bas coût pour gérer ça, vous allez juste perdre.
Donc c'est là où ça peut être vraiment intéressant de faire très attention à ce genre de sort là qui coûte très cher. Le deuxième deck du coup, on va quand même revenir un peu sur les faiblesses du coup que peut avoir Kess. Kess, faut voir que c'est un deck qui est apprécié parce qu'il est très polyvalent. Il a la capacité en fait de bien performer contre une énorme partie du metagame. Ça fait partie de ces jeux là où il n'y a pas grand chose contre lequel il est à moins de 45% de win rate en fait. Un truc qui va pas forcément aimer, c'est par exemple Burn. Faut voir qu'il y a énormément d'anti-bet et de contre. Donc peut-être contre un Saska ou contre un Trazostimna, il va avoir la possibilité de raser le board, petit à petit revenir au board et stabiliser et être bien. Le problème en fait de Burn, c'est la capacité en fait à vous mettre l'aggro en début de partie puis vous finir au blast. Donc parfois ça peut être un petit peu plus tendu si vous avez eu un early game difficile, s'il a été sur le play, s'il a vraiment mis beaucoup de dégâts très vite. En fait vous allez devoir transitionner très rapidement sur l'agression et prendre des risques en fait, parce que sinon vous allez juste vous faire avoir sur le long terme où il faut un blast dans la tronche, un blast dans la tronche, un blast dans la tronche et vous n'avez pas toujours vos contres. Et du coup c'est souvent un match-up qui implique des prises de décision un petit peu difficiles parce que vous avez besoin de poser caisse, de commencer à revenir, coller des trucs dans la tronche, vous assurer que vous pouvez très vite tomber votre adversaire pour pas justement arriver sur le long terme où il vous crame. Mais faire cette transition, à moins d'avoir justement des cartes en instant comme Vanillon Click, comme Nibble Obstructionist, etc. Ça va souvent impliquer de se mettre en danger, de justement taper 4 mana pour caisse ou ce genre de choses là. Et peut-être de se prendre un blast dans la tronche en réponse quoi. Un autre truc qui peut être problématique, c'est les contrôles un peu plus lourds. Éventuellement qui joueraient pas de créatures. En fait on a énormément d'anti-bet. Du coup contre le duo de Planeswalker, Will Kenris et Rowan Kenris, on peut avoir plus de cartes mortes. Contre un Baral qui joue peut-être moins de cartes mortes dans le match-up et un général très impactant, ça peut aussi être du coup un petit peu difficile. Ça peut être ce genre de choses là, voilà. Et après il y a plus des cartes en particulier qui vous font un peu du mal. Par exemple Titania qui trouve sa caverne, qui vous fait Titania je ramène une 5-3. Mine de rien ça a de la pression tout à coup, c'est 10 points de dégâts sur le board. Alors vous avez Slackstorm et compagnie, mais vous faites un Slackstorm, puis au final maintenant qu'il a sa caverne, il va juste pouvoir poser un land, rejouer Titania à 7, remettre du coup 2 beaters comme ça, et au bout d'un moment ça va devenir très compliqué parce que vous n'avez pas 80 en fait des sorts pour raser le board. Donc ça peut ne pas être facile. Donc typiquement quand vous voyez un Sylvan Scrying en face contre Titania, ça vaut le coup de le contrer. D'habitude on aime bien laisser le tutor passer, contrer la carte que la personne est allée chercher. Comme ça on l'a laissé gaspiller plus de mana avant de l'arrêter. Contre des jeux justement comme Titania qui vont souvent aller chercher caverne, c'est un mauvais plan. Ensuite il y a du coup des petites synergies comme Life from the Loam et Raven's Crime qu'on a pu voir dans J-Trog notamment, et que vous verrez du coup quand on présentera les listes, qui permettent en fait de vider totalement la main d'un jeu contrôle sur la longueur. Ça peut être en fait très simplement, une fois que vous avez plus de main, c'est difficile pour vous de continuer à être efficace dans le match-up et le mec en face peut dérouler son plan de jeu. Donc ça c'est difficile. Là où c'est un peu plus tranquille avec Kess qu'avec un Baral par exemple, c'est que en fait Kess vous permet de rejouer vos cartes du cimetière, donc potentiellement de quand même jouer un petit peu ce qu'on vous a fait défausser. Donc ça aide quand même. Voilà, donc il y a moyen de s'en sortir, c'est pas le pire. Ensuite il y a les gros kills qui s'y passent sont vraiment problématiques. Emrakul 2 par exemple, le nouveau celui à 13. En fait la problématique c'est s'il passe, votre adversaire prend votre tour et démonte votre main, il vide votre main sur votre propre board, genre il joue caisse, il le contre, il machin, enfin vous pouvez vous retrouver où ok vous avez un tour après et peut-être que vous avez réussi à contrer Emrakul, mais vous avez quand même bien mangé votre main, s'est fait saccager, votre adversaire c'est exactement ce qui vous reste en main. Et derrière du coup il peut faire les bons choix qui vont vous mettre dedans. Ugin, il est dur à résoudre, mais s'il arrive sur le board en fait la particularité c'est que vous n'avez pas grand chose pour ensuite le tuer. Vous pouvez mettre du coup des petits coups de Dreadbore, espérer résoudre plusieurs blasts d'affilée dessus, ou essayer de lui mettre l'aggro à coups de bestiole, mais en fait ces différentes capacités vont lui permettre de s'auto-protéger, de vider le board, de vous tuer, c'est pas facile. Mais le côté positif c'est que d'ici là quand vous résolvez un Ugin qui coûte 8 quand vous avez des comptes, normalement vous êtes assez safe. True Name Nemesis, voilà, vous la jouez, vous pouvez aussi vous la prendre en face, si elle se résout c'est 3 dans la tronche à chaque tour, et en 7 tours maximum vous y passez, vous avez à peu près rien dans le deck pour le gérer.
Et il faut savoir qu'un jeu comme Titania a une tech de swapper pour Tron, maintenant que la règle du swap est en place. Et Tron, bah, vous pouvez pas le contrer, vous avez du mal à le gérer, il a 4 d'endurance, donc il survit à la plupart de vos sorts. Même si vous jouez du coup un truc comme Sudden Demise, vous choisissez vert, vous collez 4 à toutes les créatures vertes, bah, il peut le régénérer. Donc ça peut ne pas être facile, et ça peut vous obliger à transitionner plus vite vers le kill. Et c'est là où au final Kess est quand même encore une fois pas si mal barré, parce que bah, vous avez une 3-4 vol, vous avez vos blasts qui peuvent servir 2 fois dans la tronche de l'adversaire, vous avez moyen de réussir à tenir. Donc passons à Gitrog, il y en a 2 ensuite, celui du coup de Thibaut Federbe et de Grégoire Payan alias Koreish. Alors Gitrog, il y a plusieurs plans, c'est un jeu ramp combo, c'est très centré sur le général. Le général du coup on le rappelle coûte 5, a le contact mortel, c'est une 6-6 qui vous force à sacrifier un terrain au début de votre entretien. Par contre vous avez le droit de jouer un terrain de plus par tour, et à chaque fois qu'un de vos terrains va au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Alors faut vraiment pas oublier de sacrifier un terrain au début du tour, parce que sinon l'alternative c'est de sacrifier Gitrog. C'est-à-dire que si vous avez oublié de sacrifier un terrain et vous avez pioché votre carte de la phase de pioche, vous appelez l'arbitre et l'arbitre il va dire bah très bien t'as sacrifié Gitrog en fait. C'est comme ça que ça se passe le rolling. On l'a vu du coup au zap. Donc vraiment quitte à se mettre du coup une petite bille chinoise, un dé, quelque chose sur votre deck pour pas oublier, mettez-vous un rappel parce que ça peut changer une game vraiment d'oublier ça. Alors souvent quand vous jouez le deck, vous allez faire la connerie une ou deux fois, puis ça va vous servir de leçon. Mais voilà, ça peut être un des trucs un peu dramatiques qui vous arrivent. Le jeu fait énormément de card advantage. Et il a du coup, il peut tuer en fait à gros coups de kill. Donc il joue ce fameux Emrakul à 13. Toutes les listes ne le jouent pas, mais ça fait partie de ces decks qui sont capables de hardcaster Emrakul vu que c'est un jeu ramp. Et ça a vraiment un impact énorme sur une partie. Donc il y en a pas mal qui font cet effort là de le jouer. Donc ça peut tuer voilà, avec ce genre de créatures là, des petites créatures plus petites, hein, juste un Lotus Cobra pour essayer de mettre quelques points, mais bon, il y a beaucoup de decks qui vont réussir à mettre un petit peu de board, ça va être difficile. Prendre des créatures un peu plus grosses comme Primeval Titan, Wayward Swordtooth ou World Shaper, voilà, qui peuvent un petit peu aller plus gros, et bien sûr Gitrog, un 6-6. Le plan principal, ça reste du coup d'enterrer l'adversaire sous le CA, lui poser quelques menaces et peut-être le tuer comme ça, et sinon il y a un plan combo. Alors qu'est-ce que c'est que cette combo ? Idéalement, on va poser Squandered Resources. On va sacrifier tous nos terrains et faire plein de mana. On va ensuite utiliser Splendid Reclamation pour ramener tous nos terrains en jeu engagé. On va pouvoir du coup resacrifier à Squandered Resources. Donc là, vous avez plein de mana. Un truc que vous pouvez faire ensuite, c'est vous jouer une brutalité collective. Hop, vous drainez 2 points de vie à votre adversaire. Puis, vous jouez Dark Petition. Pour aller chercher dans votre bibliothèque une carte, vous allez choisir de chercher Seasons Past, qui va vous permettre de récupérer tout ce que vous venez de jouer. Donc vous allez récupérer Collective Brutality, Splendid Reclamation et Dark Petition. Et là, en fait, Seasons Past va se remettre au-dessous de votre deck. Donc vous allez tout rejouer. Vous allez resacrifier tous vos terrains, enfin vous allez ramener tous vos terrains déjà à Splendid Reclamation, vous allez tous les resacrifier pour faire plein de mana. Avec ce mana, vous allez jouer une Collective Brutality, vous allez redrainer 2 points de vie. Puis vous allez de nouveau, avec Dark Petition, aller rechercher pour votre Season Pass qui est en dessous du deck. Et refaire des boucles comme ça jusqu'à ce que vous ayez drainé tous les points de vie de votre adversaire. Vous pouvez le faire à l'infini. Voilà, donc ça vous laisse un plan assez polyvalent avec beaucoup de génération de card advantage. Vous avez la possibilité du coup, comme on en parlait, de jouer Sylvan's Crying pour aller tutoriser une caverne aux âmes, nommer le type de votre général, donc soit grenouille, soit horreur, pour le permettre de passer, ou tout simplement ramener, donc là il n'y a pas de Titania, mais il y a beaucoup d'autres versions qui jouent Titania. Donc voilà, jouer Titania et mettre 10 points de dégâts sur le board, ou juste nommer grenouille ou horreur, poser Gitrog, et mettre la pression comme ça, voilà, vous avez cette possibilité là. Donc c'est un jeu qui est quand même assez polyvalent. La faiblesse du deck en fait, c'est déjà, en fait tant que vous n'avez pas une caverne ou que vous n'avez pas assemblé votre combinaison, du coup Life from the Loam et Raven's Crime pour essayer de vider la main de l'adversaire, que vous n'avez pas un Emrakul ou ce genre de choses là, vous êtes très sensible au contre-sort. Donc il peut se trouver des parties où en fait vous bouitez dans le vide, vous n'arrivez pas à jouer votre général, vous n'arrivez pas à jouer des spells impactants, vos tutors pour caverne et tout sont contrés, et vous faites rien et le jeu contrôle vous défonce. Ça peut arriver.
Du coup, typiquement, un jeu fiche ou un jeu contrôle un peu qui quand même arrive assez rapidement à devenir proactif, ça peut vous faire du mal. Typiquement, du coup, un contrôle combo, donc la version combo de caisse, un petit peu plus Storm, ou un Teferi, par exemple, ça peut vous faire extrêmement mal parce que il contre quelques trucs pour vous ralentir, puis bam, il part en combo. Et le truc, c'est que Gitrog a très peu d'interactions. Les listes qu'on voit actuellement ont très peu d'interactions, notamment pour stopper le combo Teferi, par exemple. Donc ça peut être le risque en fait de vous essayez de faire des trucs, vous faites contrer le temps que votre adversaire parte en combo, ou que voilà, à coup de petites créatures agressives vous ait défoncé la tronche. Par exemple, ça peut être le cas aussi du coup du partner Akiri Silas, du coup ici qui était 9ème, qui peut en fait poser quelques créatures agressives et jouer quelques anti-bêtes, quelques contres, et voilà, vous vous êtes fait rouler dessus, il a juste mis quelques sorts de gestion bien placés et il vous a défoncé. Donc ça peut arriver, c'est le risque. Hein. C'est pour ça qu'il faut être assez proactif, faut être assez rapide, c'est pour ça qu'il y a des choix assez forts comme Heartless Summoning pour gagner 2 tours sur le cast de Gitrog. Enfin, voilà, faut pas faire des crêpes parce que vous pouvez... au final, vous pouvez vous retrouver à vous faire submerger, vous faire contrer les quelques cartes clés et perdre la partie comme ça. Saskia, du coup. Saskia, c'est un choix qui était très apprécié contre Zurgo et qui est encore apprécié contre Karizev, etc. Le truc de Saskia, c'est que c'est hyper agressif. Vraiment, en fait, vous avez la possibilité de jouer quelques cartes agressives, enchaîner avec Saskia et coller largement les 20 au tour 4. Donc on a 2 dans le top 8, c'est la version d'Alexander et la version de Jean-Charles. Elles sont un petit peu différentes. En fait, faut voir que celle de Jean-Charles a plus de cartes un petit peu à gros goût de stuff, comme la Anafenza ou voilà, Brimaz, plus de cartes Vanilla comme Watchwolf ou Willy Toktar. Voilà, donc la curve est un petit peu plus lourde. Il y a aussi plus de cartes un peu plus issues du type 2, comme Territorial Hellkite. Donc ce qui peut en faire, malheureusement en fait ça fait beaucoup de slots assez lourds qui vont se battre pour le tour de Saskia. Donc ça c'est un peu dangereux. Et il y a moins de cartes qui viennent un petit peu interrompre l'adversaire. On ne voit pas, dans aucune des deux listes, on voit les plans un peu plus attrition avec Bloodghast ou Vengevine qui pouvaient s'assembler avec Survivre plus apte. Ces 3 cartes sont absentes, donc ils sont beaucoup plus sur des plans très agressifs. Mais la version de New Trader a une curve plus basse. Il a plus de beaters avec des effets un petit peu plus attrition quand même. Donc typiquement on peut parler de Dark Confident tout simplement. Hein. Mais il y a aussi Chevalière du Reliquaire qui doit être du coup ici. Voilà, qui peut être un beau beaters avec quelques fetch très vite, c'est une 4-4, 5-5. Mais elle a sa capacité aussi à aller chercher quelques effets particuliers et à voilà, pouvoir au final vous apporter des effets pertinents dans le match-up. Typiquement Wasteland, hein, voilà, le premier à citer ce serait celui-là, hop, vous l'engagez, vous récupérez votre Wasteland, vous pétez un land et vous faites grossir votre chevalière. Ça peut être ce genre de choses là. Donc voilà, les listes sont un petit peu différentes, je préfère celle de New Trader personnellement, que je trouve un peu mieux curvée. Voilà, je pense que dans les mains d'un bon joueur, elle a un peu plus de chance, mais celle de Jean-Charles a quelques surprises, notamment Vigne de Vastebois par exemple, ou Emergence Cascade. Donc c'est en fait du coup ça a fait parler d'elle en fait cette liste au Zap parce que c'était la seule liste qui jouait des sorts de protection et ça va avec ce côté un peu vanilla, etc. Et la présence du coup de cartes comme Boros Charm, en fait c'est vraiment je mets des gros beaters et je vais all-in. Elle est un peu plus en mode Arabo en fait, où voilà, je fonce dans le tas et tu vas prendre cher. Donc c'est vraiment plus all-in. Du coup ça peut donner des victoires en fait vraiment sorties de l'espace. Le mec s'attendait pas à ce que vous ayez un boost, un machin. Il avait fait son plan autour de ça et tout coup il a perdu la partie. Mais contre un joueur qui s'y attend et contre les meilleurs joueurs, j'ai peur que à l'attrition en fait elles sont un peu moins bonnes et que la liste mieux curvée avec un petit peu plus d'attrition de New Trader fasse mieux le taf. Voilà. Dans les faiblesses de Saskia, en fait du coup c'est tellement agressif que ça va quasiment tout le temps être l'aggro dans le match-up et c'est ça que Burn ne supporte pas. Burn est conçu pour être le joueur agressif et là il se fait défoncer la tronche, ça passe pas du tout.
Là où ça va être enfin voilà, de manière générale tous les agros du coup ça va leur mettre une pression de fou, mais là où ça va être un peu plus difficile, ça va être contre les jeux combo ou contrôle, ou combo contrôle justement, qui vont genre vous coller des brasses, des anti-bêtes, etc. et qui vont réussir à transitionner assez rapidement vers un kill, où là ça peut être difficile parce que vous n'avez pas tant de cartes que ça pour les empêcher de s'installer. Bah voilà, mine de rien, vous faites raser votre board, vous prenez un gros Hugin, un gros Wilkenris ou une combo de Teferi dans la tronche, c'est pas agréable. Malgré tout, voilà, Saskia ça fait aussi partie de ces decks là qui sont solides contre tout le metagame. Voilà, vous arrivez à un tournoi, vous voulez un choix sûr, vous prenez Kess, vous prenez Saskia, ce genre de truc là, il n'y aura pas de problème quoi. Ensuite, du coup, le Will Rowan Kenris de Soratami. Le concept, en fait, il est assez simple. Si vous regardez la liste, il n'y a pratiquement aucun kill. Genre, il y a The Locust God, Chandra, Jace, Treachery, Vedalken Shackles. Mais c'est tout. Il n'y a pratiquement rien qui coûte cher. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas Torrential Girulk. Hein. Et il y a vraiment tous les sorts de gestion à pas cher, les sorts de petits trucs de pioche, faire un petit peu de CA, tenir en fait, jusqu'au moment où vous posez vos généraux. Du coup, vraiment, vous allez. Tout le principe, c'est de tenir. Il n'y a pas les tours supplémentaires. À la limite, j'ai vu des listes qui jouaient les tours supplémentaires à 5. Et là, ça peut se justifier parce que du coup, les tours supplémentaires à 5 vous permettent de passer du 5ème tour directement au 6ème et d'enchaîner avec Wilkenris. Mais en fait, la difficulté, c'est que c'est infernal à curver en fait, un tour supplémentaire face à contrôle par exemple. Et face à combo, ça peut vous mettre en danger en plus. Hein. Il vous met un spell pire, en passant de tour, il part en combo, c'est la fin du monde. Donc voilà, les tours supplémentaires, ça reste encore une fois des cartes qui peuvent être considérées comme win-more en fait. Voilà, t'es tour 5, tu veux transitionner vers le tour 6, peut-être que juste un contre, un cryptic command, un machin du genre, ça ferait très bien le taf et t'as pas besoin de jouer une carte risquée. Et à l'inverse, si t'as tes planeswalkers et tu veux gagner encore plus de valeur, t'as déjà tes 2 planeswalkers sur la table, je veux dire, un tour supplémentaire, merci bien, mais c'est pas ça qui va changer grand chose. Donc encore une fois, dans ce jeu là, vraiment le plan c'est jouer tous les sorts de gestion à pas cher. Donc vous avez, c'est un good stuff, hein, vous avez tous les meilleurs. Et une fois que vous avez atteint vos 6 mana, là vous jouez, c'est le bonheur. Wilkenris il arrive, bim il passe à 6, il rend 2 créatures en face inutiles. Voilà, 0-3 sans capacité jusqu'à votre prochain tour. Donc déjà il s'auto-protège, il se met haut en loyauté, vous êtes bien. Et le tour suivant, alors soit il peut continuer à juste loquer l'adversaire à la chaîne et vous poser votre Rowan Kenris, soit vous pouvez en plus dire tiens bah moins 2, je pioche 2 cartes, mon Rowan Kenris ne coûte plus que 4, tous mes sorts d'éphémère duel coûtent 2 de moins jusqu'à mon prochain tour. Et du coup voilà, j'ai 7 mana, j'ai Will et Rowan sur la table, et j'ai 3 mana en rab, avec tous mes sorts qui coûtent moins cher pour gérer le board adverse, ce que pareil hyper correct. Donc voilà, commencer par Will, c'est vraiment du bonheur parce qu'après vous déroulez. Et le plan, c'est tout simplement que vous allez souvent monter Rowan en fait, quitte à ce que voilà, vous faites plus 2, plus 2, plus 2. À un moment, vous avez au besoin, vous faites hop, moins 2, vous videz le board adverse. Mais souvent, vous allez faire plus 2, plus 2, plus 2. Et vous allez juste enchaîner des ultimates en fait. Et au point carrément de. Je regardais du coup Soratami jouer. Et régulièrement, il faisait hop, je fais plus de 2 fois, je fais moins 8, je tue mon Planeswalker. Du coup, je gagne cette capacité, du coup, cet emblème qui dit que toutes les capacités vont être copiées. Et là, c'est la foire parce que du coup, sur Will, je fais bah ok, moins 2. Je pioche 2 cartes, je le copie donc je pioche 4 cartes. Mon Planeswalker à côté coûte 4 de moins. Donc en fait, je rejoue Rowan pour seulement 4. Et je refais plus 2. Et j'enchaîne comme ça en fait les ultimates. Et vous allez piocher tellement de cartes, faire tellement de CA, etc. que votre adversaire va concéder. Souvent, c'est ça. Parce que vous avez pratiquement aucun kill. Donc s'il veut jouer au malin, il peut vous tenir pendant longtemps. Mais ça va être difficile pour lui de revenir parce que vous allez commencer ensuite à pouvoir jouer des blasts genre un Burst Lightning qui coûte 4 de moins, vous avez votre emblème, bah c'est pour 1 je colle 4. Donc vous allez commencer à pouvoir mettre des blasts dans la tronche, vous allez commencer à pouvoir utiliser des Chandra, des Jace, des Treachery, des Vedalken Shackles et compagnie pour pour avancer vers le kill en fait. Ça devient vraiment dur pour votre adversaire. Donc souvent ça peut être intéressant quand vous en êtes comme ça à enchaîner les ultimates et compagnie juste pour que votre adversaire concède, pour qu'il ait plus de temps pour essayer de faire la 2 ou la 3. Voilà, donc ça c'était pour Wilkenris qui a aussi du coup là comme c'est un peu les mêmes faiblesses que Kess.
le swap Tron peut être problématique, c'est pour ça qu'il y a The Locust God en fait, qui est pas une carte terrible sinon, mais vous avez la possibilité de swapper contre Titania par exemple, pour The Locust God, et du coup il joue Tron, vous jouez Locust God, et c'est très bien. Il peut pas faire grand chose en fait, parce que vous allez piocher des cartes et mettre plein de petites 1 qui vont bloquer pour vous. Vu qu'il a plus Titania, il a plus des tonnes en fait de 5-3 à vous mettre pour vous mettre dans la mouise. Et Taku en fait tout son deck se retrouve à être globalement Turbotron. Et vous faites Turbo Locust God, c'est moi qui ai la plus grosse. Voilà, ça se résume globalement à ça et ça marche bien. C'est un choix qui a un coût, parce que The Locust God c'est pas terrible à piocher, notamment quand vous voulez juste essayer de rusher Wilkenris et d'avoir un maximum de gestion. Mais pourquoi pas. Dans les autres faiblesses, du coup, encore une fois, Caverne dans Titania qui met 10 de points sur le board. Emrakul 2 qui peut vous faire en fait défoncer votre propre board, votre propre main. Ou l'Homme Raven's Crime pour essayer de vous virer toute votre main. La difficulté là étant que si vous commencez, si lui il est là à essayer de prendre son temps à jouer l'Homme et Raven's Crime et vous commencez à enchaîner vos Planeswalkers, il peut vous vider votre main autant qu'il veut, vous allez remplir et vous allez faire bien pire que ça. Donc voilà, ça reste un jeu. Je pense que le fait qu'ils doivent vraiment tenir pour essayer ensuite de retourner la partie avec Will et Rohan, c'est pas le plus sûr. C'est peut-être moins solide contre tout le metagame que Kess, mais ça reste un choix déjà qui est vraiment agréable. C'est un nouveau jeu qui va faire plaisir à jouer. Et ça a l'air quand même d'être assez solide. Alors, dans les Trados Tymna, il faut voir qu'il y en a deux différents. On va voir du coup le Trados Tymna Aluren en premier de Hugo Sacramelli, pardon. Là en fait ce qui est assez intéressant dans les deux cas en fait c'est que Trados Tymna, rien que les généraux, vous pouvez jouer Trados tour 2, Tymna tour 3 et contre aggro, mine de rien vous avez un bloqueur 1-3, une 2-2 qui fait lien de vie, donc il y a moyen de tenir. Et contre contrôle, tout à coup vous avez deux généraux qui mettent un petit peu de points et qui font piocher. Donc ça c'est assez intéressant. Les généraux ont un power level qui est assez bas, mais ils ont cette capacité en fait à être chiants pour aggro et pour contrôle. Donc pour vous faire tenir pour arriver dans votre plan. Et c'est pas du luxe parce qu'en fait faut voir que Trados Tymna, du coup les généraux sont pas si impactants et le plan de jeu est pas si solide que ça en fait. C'est pas si facile du coup de trouver vos éléments de combo et de partir en combo. Il y a un certain nombre d'éléments à assembler et c'est pas le jeu le plus stable. Voilà, faut le savoir, c'est moins stable qu'un Saskia, un Kess. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fun parce que vous allez voir en fait, il y a un premier plan qui est donc bien sûr juste vous avez plein de créatures, vous jouez 39 créatures donc vous pouvez juste aller à l'aggro, ça peut marcher. Vous avez un plan Vizier of Remedies qui en fait empêche les. Enfin qui met un marqueur -1/-1 de moins sur vos créatures quand un marqueur -1/-1 devait être posé, que vous combinez avec Devoted Druid, où du coup ça vous fait mana vert infini. Le mana vert infini, vous pouvez ensuite l'utiliser, vous jouez Thrasios et vous piochez votre deck et vous commencez à faire n'importe quoi avec. Et notamment vous pouvez assembler du coup votre seconde combo qui est la combo Aluren. Alors la combo Aluren, généralement ça commence avec vous jouez Aluren et maintenant tous les joueurs peuvent jouer des cartes avec un converti mana total de 3 ou moins à tout moment où ils pourraient jouer un éphémère et sans payer leur coût. Et du coup le meilleur moyen de commencer en fait la boucle c'est Recruiter of the Guard, qui va du coup vous permettre d'aller chercher une carte qui coûte avec une endurance de 2 ou moins. Donc vous allez aller chercher Physali, Manowar en anglais. Vous chopez Physali, vous la jouez gratuitement, vous remontez votre Recruiter of the Guard dans votre main et vous le rejouez. Donc vous allez retutoriser quelque chose. Là du coup vous allez aller chercher la Cavern Harpy, qui va vous permettre en fait de vous la jouer. Quand elle arrive en jeu, on remonte une créature bleue ou noire dans notre main. Donc on va remonter la Physali. Puis on va payer un point de vie et remonter la Cavern dans notre main aussi, la Cavern Harpy dans notre main aussi. On rejoue la Physali, on remonte notre Recruiter of the Guard, qu'on rejoue. Et en fait, vous commencez à voir le principe, on va pouvoir en fait, donc ça va être limité par notre nombre de points de vie, mais on va pouvoir aller chercher un certain nombre de choses. Et alors justement, pour régler directement le problème des points de vie, vous allez pouvoir aller chercher Kitchen Finks, qui quand il arrive en jeu, vous fait gagner 2 points de vie. Donc vous allez chercher Kitchen Finks, vous allez chercher Vizier of Remedies, qui dit que maintenant, quand il meurt, au lieu de revenir avec un marqueur -1/-1, il revient sans marqueur -1/-1, donc il peut mourir à l'infini. Et la dernière carte que vous allez choper, c'est Viscera Seer, qui est un moteur de sacrifice. Du coup, ce qui se passe, en fait, vous allez, une fois que vous avez récupéré ces 3 cartes-là, du coup, en faisant les boucles de Cavern Harpy, Physali et Recruiter of the Guard, ce qui vous coûte du coup 3 points de vie d'aller chercher les 3, vous allez assembler les 3, et ce que vous faites, c'est vous sacrifiez Kitchen Finks à la Viscera Seer, vous faites un regard 1,
et vous gagnez 2 points de vie et le Kitchen Thing se revient. Du coup vous faites ça à l'infini. Donc vous pouvez scry tout votre deck et gagner une infinité de points de vie. Donc partant de là, après ces 3 premiers points de vie d'investissement, vous avez point de vie infini. Du coup vous allez pouvoir aller chercher plein d'autres choses. Et alors généralement c'est pour ça que ça peut être intéressant à ce moment là de concéder pour votre adversaire. Parce que ce qui va se passer, vous allez chercher Shardless Agent et le ramener à votre main et le rejouer à l'infini. Du coup vous allez pouvoir cascader tout votre deck. Voilà, tout ce qui coûte 2 ou moins de votre deck, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir aller chercher Vengeful Rebel, que vous allez pouvoir remonter et rejouer à l'infini pour tuer toutes les créatures adverses. Vous allez pouvoir aller chercher Casterly Pride Mage, qui va tuer tous les artefacts et enchantements adverses. Vous allez pouvoir aller chercher Tide Hollow Scholar, et en fait ce que vous allez faire c'est, il arrive en jeu, sa capacité qui cible votre adversaire va dans la pile, vous le sacrifiez à Viscera Seer. Du coup sa capacité de départ de jeu va dans la pile. Et du coup ce qui se passe en fait c'est que vous rendez la carte que vous avez pris, vous avez encore rien pris, puis vous regardez sa main et vous retirez une carte de la partie. Et du coup vu que le Tide Hollow Scholar est mort, vous rendrez jamais la carte. Du coup vous allez virer toutes les cartes non terrain de la main de votre adversaire en fait en utilisant ça avec Renegade Railer. Donc en fait l'idée c'est que le Scholar vous le sacrifiez, il sera mort, mais vous allez aller chercher avec votre harpie votre Renegade Railer et pareil avec la même combinaison avec Physalie que d'habitude. Vous allez renvoyer votre Renegade Railer dans votre main, le jouer, il ramène un permanent qui coûte 2 ou moins, vous ramenez le Tide Hollow Scholar, vous le sacrifiez et du coup vous videz toute la main adverse. Voilà, donc à ce stade là, votre adversaire n'a plus de créatures, plus d'artefacts, plus d'enchantements, plus de mains. Et vous avez point de vie infini. Histoire d'assurer, vous posez du coup toutes vos créatures et vous posez, c'est pas ça, vous posez Spellskite qui peut du coup protéger vos créatures, prendre les trucs à leur place, et Selfless Spirit qui peut se sacrifier pour rendre tout votre board indestructible. Donc à ce stade, vous avez votre adversaire qui n'a plus rien, vous avez un board gigantesque et qui peut à peu près pas être tué. Du coup vous dites à toi, il pioche sa carte, il fait à peu près rien probablement. Et à votre tour, du coup, quitte à ce que, en fait, s'il joue un truc, vous le tuez en éphémère, etc. Parce que vous avez toujours accès aux mêmes cartes en éphémère grâce à Aluren. Et du coup, à votre tour, vous attaquez avec tout et vous le tuez. Donc souvent, quand l'adversaire commence à partir en grosse combo comme ça, vous faites c'est bon, on passe à la 2. Un autre truc qui est possible dans ce deck-là, c'est Atraxa, que vous pouvez swapper en fait pour Tymna Thrasios. Donc Atraxa qui, pour rappel, est pour 4 des couleurs de Thrasios Tymna, donc blanc, noir, bleu, vert. C'est une 4-4 vol, vigilance, lien de vie. Et à la fin de votre tour, elle peut proliférate en gros. Mais ça à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que du coup, ça tient. En fait, c'est plus dur à tuer que Thrasios Tymna, et ça tient mieux le board et ça gagne plus de points de vie et ça aggro mieux contre Karizev et Saskia, ou contre aggro de manière générale en fait. Ça va être plus dur à tomber et du coup, ça peut être votre plan pour essayer de tenir ces deux decks qui sinon vous font vraiment du mal. Voilà, ça c'est un peu pour la présentation globale du jeu. Et après, il faut voir que vous avez beaucoup de lignes de tutor en fait. Vous avez Academy Rector qui vous fait chercher à Aluren. Vous allez avoir Birthing Pod, Survival of the Fittest et Fauna Shaman qui vous font des tutors. Vous avez Shard of Calling, enfin, vous avez plein de trucs. L'idée c'est d'assembler vos combos quoi. Et vous avez quelques cartes clés supplémentaires comme Etervial pour arriver à jouer vos cartes clés sans qu'elles soient contrées. Vous avez Opposition qui avec toutes vos petites créatures et vos 2 généraux peut vous permettre de bloquer en fait votre adversaire en lui engageant au début de son entretien tous ses terrains, ses créatures, ses artefacts, etc. Donc il fasse plus rien dans sa partie. Et il faut voir que vous jouez tous les petits elfes à mana. Et notamment des trucs tout bêtes, mais vous avez aussi les enchantements. Et du coup ça peut arriver parfois, on a vu au tournoi des apps, des départs très rapides avec le joueur qui joue un terrain qu'il enchante avec, enfin qui joue à Arbor Elf pardon, et le tour suivant il joue un terrain, il enchante son autre terrain avec Utopia Sprawl, et du coup il fait 2 mana, je dégage ma forêt du coup avec mon Arbor Elf, re 2 mana, Aluren je pars en combo. Voilà, donc ça peut être très rapide, mais ça reste pas le plus stable, donc faut faire attention. Il y a d'ailleurs une autre version de Thrasios Tymna Aluren qui existe, qui est surnommée Exodia. Parce que l'idée c'est de virer toutes les cartes un petit peu good stuff comme Palace Jailer, Meren, etc. qui normalement apportent en capacité à revenir au deck et à être stable, etc. Mais là en fait l'idée c'est de virer toutes ces cartes qui font pas partie d'une combo et de mettre à la place plus de combos dans le deck. Donc de jouer par exemple Lion's Eye Diamond et le Léonin qui récupère un artefact qui coûte 1 ou moins. Et du coup vous faites mana infini, etc. C'est de jouer toutes les combos comme ça. En fait à chaque partie d'ouvrir une main avec des landes, des accélérateurs,
un bout de votre combo et un tutor, vous chopez l'autre bout de la combo et vous partez en combo dans les premiers tours. Voilà, c'est une version qui existe, qui du coup a le défaut d'être encore plus all-in, mais l'intérêt d'être encore plus rapide. Donc concernant les faiblesses de Traostimna, comme on l'a dit, c'est pas si régulier et la command zone est pas si impactante, même si elle est très juteuse, hein, moi j'adore. En fait, dans votre jeu, il y a pratiquement tout qui meurt sur Slackstorm. Ou sur Vras en manière générale. Et quand vous prenez un Slackstorm, vous perdez tous vos accélérateurs. Et c'est ça la grosse difficulté. En plus, vous avez rien qui bloque le vol. Et du coup, un truc tout bête, c'est justement un Kess, un Thrasios Chrome ou ce genre de deck là en fait, qui dit hop, Slackstorm tour 3, j'ai rasé ton deck, t'es là derrière alors que de base t'es pas très stable. Je te pose un Chrome, je te pose une caisse, un truc du genre, puis je vais te grignoter et te jouer quelques sorts de disruption et tu vas juste mourir comme ça. Les contres sont assez intéressants parce que vous pouvez du coup contrer les cartes maîtresses comme Alluren, Survie, Bursting Pod, etc. De manière générale, en fait, faut être proactif parce que, en fait, dans le format de manière générale, faut être proactif, faut très rapidement arriver à faire la transition vers le rôle d'agresseur. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont des combos, qui ont des capacités de gagner vraiment très, très violentes. Et plus vous leur laissez de temps, plus ils ont tout le loisir en fait de trouver leur combo, trouver comment la faire passer, et hop, ils partent en combo et vous allez à Archon. Donc faut pas traîner contre Traostimna, mais pas non plus contre Saskia, pas non plus contre Gitrog. Enfin voilà, dans ce format-là, faut vraiment que vous ayez un plan très clair de comment est-ce que je transitionne pour être le rôle de l'agresseur et gagner cette partie. Vraiment, hein. Voilà, les contres peuvent contrer les cartes maîtresses, c'est intéressant. Un jeu combo qui serait capable de disrupter vite fait et faire sa propre combo et directement enchaîner vers le kill, ça peut être intéressant. Donc un Teferi, pourquoi pas. Et il faut savoir qu'il y a la possibilité d'être un jeu agressif comme Saskia. Donc justement Saskia et Burn sont très intéressants parce qu'ils ont des anti-bêtes à pas cher. Et il faut voir que tous ces combos se disruptent assez bien. Voilà, vous voyez un Devoted Druid, vous pouvez le cramer. Du coup voilà, il assemblera jamais la combo Vizir of Remedies et ça fait un accélérateur de moins en face. Vous voyez le mec qui commence à partir en combo à Luren, ok, il joue Recruiter of the Guard, ok, il tuto Physali, ok, il cible son Recruiter of the Guard, en réponse vous faites une foudre, le Recruiter of the Guard est mort, là c'est genre, il est bloqué dans sa combo en fait, il vient de fizzle. Donc peut-être qu'il avait d'autres choses pour essayer de revenir, hein. Mais potentiellement il vient de fizzle dans sa combo et vous avez si vous jouez à gros, hop, vous posez toutes vos créatures à 3 mana au moins en jeu et vous continuez au beatdown. En fait, juste en mode tiens, tu viens de me filer un accélérateur, c'est gentil de ta part. Voilà, donc faut faire gaffe. Je trouve ça super sympa comme jeu et ça a vraiment un intérêt dans le format. Mais c'est pas le plus stable, le plus sûr, etc. Une autre version du coup ici, c'est Tymna Thrasios Reanimator. Alors ça du coup c'est un classique en fait du format qu'on voyait déjà en 30 points de vie et qu'on voit aussi en EDH compétitif à 40 points de vie par exemple. Le principe est assez simple, on joue des sorts du coup pour se défausser de cartes comme par exemple Careful Study et on va mettre au cimetière un gros ton comme par exemple le Yoda et on va le réanimer avec un sort comme par exemple Animate Dead. Voilà, donc le principe est assez simple, hein, on va ramener des gros tons un petit peu trop tôt pour l'adversaire pour qu'il puisse les gérer et on joue des bonnes couleurs pour avoir des contre-sorts et ce genre de choses là pour protéger nos gros tons. Ou si votre adversaire le tue, vous restez un jeu réanimateur, donc il y a la possibilité de oh mince, tu l'as tué une première fois, bon je vais jouer mon Unburial Rites, et puis je vais le refaire une fois, et puis le refaire une fois, et puis voilà, vous voyez où ça veut venir. Et tout ça du coup avec Traostimna qui vous permettent de temporiser aggro ou de grignoter contrôle et vous faire un petit peu de CA, donc ça reste un petit peu intéressant et sympa. Dans les cartes un petit peu particulières qui peuvent mériter d'être nommées, il y a Flash, qui peut de base mettre n'importe lequel de vos tons au cimetière, mais qui a un effet qui se coule supplémentaire en fait, vous la posez en jeu et elle meurt. Et du coup, si par exemple la créature que j'ai choisie était Ashen Rider, je la pose en jeu, je casse un permanent, elle meurt, je casse un permanent. Maintenant elle est au cimetière, je peux la réanimer, je casse un troisième permanent. Je vous cache pas que ça fait mal. Voilà. Il y a le classique ensuite Show and Tell, qui est joué en Legacy, où du coup chaque joueur pose face cachée la carte qu'il va vouloir poser parmi artefacts, créatures, enchantements ou terrain. Généralement votre adversaire va pas avoir des cartes aussi impactantes que vous. Et là vous révélez, et c'est oh moi c'était Griselbrand, je crois que je vais gagner hein. Voilà. Sinon il y a des classiques good stuff, hein. Trondheim Nemesis qui est toujours une carte gigantesque dans le format. Spellseeker qui va pouvoir aller chercher à la fois vos cartes de contresort, de défausse de gros ton ou de réanimation.
donc c'est assez polyvalent. Et une autre carte très importante à noter, c'est Balance. Balance, du coup, la difficulté, c'est que souvent, c'est un trade en fait entre tempo et CA. C'est-à-dire que votre adversaire a fait un départ sur les chapeaux de roue et en fait, vous met la pression à coup de créature. Vous jouez Balance. Ça va souvent vous coûter, genre vous allez peut-être devoir défausser des cartes de votre main parce que vous avez trop de cartes en main par rapport à lui. Mais lui va perdre toutes ses créatures. Voilà, c'est aussi un moyen de punir des joueurs un peu trop greedy ou qui rampent trop. Par exemple, genre J-Troc, vous tuez son général, vous lui faites une balance pour qu'il repasse à peu de terrain, ça peut être intéressant. Mais souvent, voilà, le problème c'est que vous lui tuez 3 créatures, vous défaussez 3 cartes. Voilà, vous avez gagné en tempo, c'est intéressant. Pour 2, vous avez fait une vrasse, mais vous l'avez payé cher. Ça se trouve, payer 2 mana de plus pour votre damnation, ça aurait aussi bien fait le taf. Dans Reanimator, c'est un peu particulier parce que vous avez en fait des tons que vous voulez défausser. Et du coup, c'est un peu genre, je fais du 2 en 1, je rase ton board et je défausse mes tons pour pouvoir les réanimer ensuite. Donc, Balance dans ce jeu Reanimator, c'est quand même vraiment sympa. Voilà, donc c'était tout pour ce top 8. Ah non, pardon, les faiblesses de Reanimator. Du coup, les faiblesses de Reanimator, c'est la Hate Grave par exemple. Donc, il y a des cartes qui permettent de gérer le cimetière et qui sont de base bonnes dans le format. Je pense par exemple à la Scavenging Ooze ou des Street Shaman, qui vont pouvoir permettre de gérer les tons et du coup empêcher votre adversaire de tirer le plein potentiel de son cimetière. Rien qu'un petit Bojuka Bog ou ce genre de choses là, ça peut être intéressant, hein. Avec d'ailleurs c'est une tech dans Gitrog, hein. Votre adversaire veut lancer son sort de réanimation et vous faites Crop Rotation en éphémère, je sacrifie un terrain, je pioche une carte sur J-Trog, je vais chercher mon Bojuka Bog, je retire ton cimetière de la partie. Voilà, c'est ce genre de choses là qui peuvent arriver. Et sinon, de manière générale, après c'est les contre-sorts. Le jeu est assez fort en fait contre aggro, à moins qu'il ait des problèmes, qu'il n'arrive pas à assembler son plan de jeu. Et ça, c'est un peu la même chose que l'autre Travestimna. C'est pas le plan de jeu le plus stable. Il y a des fois où, voilà, juste vous trouvez pas vos mots sorts de défausse, vos mots sorts de réanimation, vous n'êtes pas assez rapide, etc. Et hop, en face c'est Saskia, bam, il vous a réussi, c'est à la fin de la game. Il y a des fois où vous êtes pris justement de Saskia, vous êtes peut-être pris une saisie des pensées, ce genre de choses là, quand vous retirez votre sort de réanimation, vous avez perdu du temps, et c'est pareil, vous avez perdu la partie là-dessus. Donc ça reste pas le plan de jeu le plus stable, il faut le savoir. Donc le deck est son propre ennemi en soi, d'une certaine manière. Et après, c'est tout ce qui est contre-sort. Parce que autant un jeu agressif, il s'est pris Giselbrand, c'est pas avec sa foudre qui va régler la situation. Autant un jeu contrôle, il va voir le sort de réanimation arriver, il va dire écoute, Spell Snare, et vous allez avoir un petit peu plus de mal à vous en tirer. Donc voilà, ça reste, comme on l'a dit, il y a Travestimna pour essayer de grignoter le jeu contrôle et le forcer à peut-être se mettre tapat à un moment, prendre des risques. Vous avez un certain nombre de petites cartes qui ont cette capacité en fait à vraiment avoir un impact énorme dans le match-up. Donc vous avez des lignes de jeu pour vous en sortir. Mais voilà, faut savoir que c'est pas le plan de jeu le plus stable, mais c'est super fun, moi j'adore. Du coup voilà, comme on le disait, c'est tout pour ce top 8. Si vous avez des questions, des réactions, si vous n'êtes pas d'accord peut-être avec mes analyses, si j'ai oublié des choses, comme par exemple je sais déjà que j'ai oublié de citer dans Saskia le magnifique Gorkland Rampager, qui est un super moyen de surprendre votre adversaire pour la phase d'attaque. Vous filez plus qu'à piétinement sur une créature qu'il avait bloquée, et ah mon dieu, tout à coup la créature fait des dégâts, et ces dégâts sont doublés sur Saskia, ça peut retourner à des games. Voilà, si vous avez justement ce genre de commentaires là à dire ah t'as oublié des choses, je suis pas d'accord avec ça, ce que t'as dit ici c'était n'importe quoi, n'hésitez pas en commentaire sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit.